croissance phénoménale de l'économie israélienne au second trimestre 2026, 15% annuel, en alliant une inflation modérée de 1,5%. Des feux de circulation routière et des médicaments en Israël vont marcher avec l'intelligence artificielle. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste et chaque semaine, il nous parle de sujets qu'il a choisis dans la presse israélienne. On est ravis de l'accueillir. En plein mois d'août, il y en a qui travaillent encore. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc vous travaillez dur là, Daniel. Merci. Enfin, parce qu'on se dit tu dans la vie. Donc, on va commencer avec l'inflation, Daniel. Daniel, c'est un record à la baisse depuis 2021. Une inflation mesurée à 1,5%. Comment est-ce possible ? Oui. Les prix sont si chers, Daniel. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Donc, c'est terrible. Les prix sont chers et l'inflation est basse. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? D'abord, comme vous l'avez noté, vous-même vous l'avez dit, il s'agit d'un rythme annuel de 1,5%. Au mois de juillet lui-même, l'inflation a augmenté de 0,3%. Maintenant, toujours le mois de juillet est un mois cher parce que, comme vous l'avez dit, c'est un mois de vacances. Et par exemple, là, tout ce qui est transport et particulièrement les vols, par exemple, les vols vers l'étranger ont augmenté de 7,5%, ce qui est énorme. Et donc, ça, effectivement, donc ça nous a donné 0,3%. Il y a eu aussi une augmentation, une baisse, par contre, pour les fruits et légumes assez importante de 2,5% et également, surtout, tout ce qui est vêtements de 4,5%. Et le grand problème de ce mois de juillet, c'est encore et toujours les locations qui ont augmenté de 4,5%. S'ils n'avaient pas augmenté aussi de 4,5%, un peu plus, même 4,7% pour les nouveaux locataires, on aurait eu même quelque chose de stable. Maintenant, mais en fait, c'est les propriétaires qui font monter les prix de façon tout à fait aléatoire, quoi. Alors, vous me tendez la perche. Mais bien sûr, parce toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les prix de location sont aussi fonction des prix des achats des appartements. Et alors, on a eu des chiffres là pour les achats des appartements. Ils recommencent un peu à augmenter au niveau national, 0,1%. Surtout à Jérusalem, d'ailleurs, 1,5%. J'ai vu, parce qu'à Jérusalem, il y a des achats de luxe, souvent des gens étrangers. Par contre, dans le centre et à Tel Aviv, ça a baissé près de 1% dans les 2 derniers mois, c'est-à-dire mai-juin. C'est avec une période de délai, on a les résultats. Donc, c'est quand même un résultat satisfaisant. Maintenant, déjà, qu'est-ce qu'on parle des appartements ? Le ministère de l'économie a noté la chose suivante. Il y a beaucoup maintenant des annulations d'achats qui ont été faits il y a plusieurs années. Parce qu'on en a parlé souvent ici. On a proposé aux gens, et on propose encore, de ne payer que 20%, voire même 10%, voire même moins du prix de l'appartement et de payer le reste que quand il sera construit, etc. Donc, les gens sont appâtés par ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au moment où ils doivent payer le restant et prendre une mashkanta, souvent un prêt obligataire, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus l'argent moyens, pour ça. Bien sûr. Et même si c'était par rapport au prix qu'on a fixé, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas augmenté ce qu'ils ont acheté, ils ont acheté au moment où ils l'ont acheté. Malgré cela, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas. Et le ministère des Finances a dit qu'ils ont fait un calcul, c'est passé de 1,5% à 4%, c'est énorme. Je parle des 4% d'annulation d'appartements, alors que la moyenne avant toute cette histoire-là, c'était 1,5%, surtout dans la région du sud, du côté de Beersheva en particulier, parce que souvent, c'est souvent, à mon avis, des populations qui sont plus faibles et qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à payer. Donc, il faut prendre... Alors, pourquoi les locations augmentent ? Parce que comme les prix ont augmenté, ils ont besoin d'une rentabilité. Ceux qui louent les appartements, les propriétaires qui louent aux gens les appartements, ils veulent une rentabilité par rapport au prix qu'ils ont acheté. Donc, s'ils calculent au moins d'avoir 2-3%. Et comme les prix avaient beaucoup augmenté ces dernières années, donc ils ont augmenté les prix des locations. Maintenant, n'oubliez pas que les mashkanta aussi sont assez chers. Bien qu'on a parlé qu'un peu ça avait baissé maintenant, c'est quand même des prix importants. Donc, les gens voient que leur prêt obligataire augmente aussi. Donc, ils augmentent aussi, même beaucoup plus que ce qu'une inflation. C'est le rapport entre ça et ça. Et donc, il n'y a pas aussi assez de... pas assez apparemment de locations qui sont mis sur le marché. Maintenant, la grande question est de savoir si la Banque d'Israël va ou pas baisser son taux
maintenant en septembre, parce que d'un côté, on lui dit 1,5% en un an, c'est beaucoup moins que beaucoup de pays, et puis c'est moins même en dessous moins que les estimations. L'estimation 0,3%, c'était l'estimation, je parle sur un an, 1,5%, c'est vraiment vrai, moins annuellement, et que tu pourrais faire un effort parce que tu es en dessous de le milieu c'est entre 1 et 3, donc 2, et donc tu es en dessous, et donc tu pourrais baisser. Et lui, il est prudent, il a été interviewé, mais il n'a pas vraiment dit ce qu'il va faire dans quelques jours, il faut attendre. La plupart des analystes pensent qu'il ne va pas le faire par prudence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je voudrais dire quelque chose de très important aussi, qui est au-delà de ça. C'est le problème dans le monde entier, sauf en Israël d'ailleurs, des dettes souveraines. C'est quoi les dettes souveraines? Les dettes des États. Pour la première fois en France, par exemple, les obligations d'État français sur le marché financier international se négocient maintenant à 4,10%. Quand Macron est arrivé à 10 ans, il était autour de 0, maintenant c'est 4,10%. Alors, une obligation israélienne, 3,80%. Vous vous rendez compte, beaucoup moins que la France. Et les Américains, 4,80. De quoi il s'agit? Il s'agit que les dettes des États sont tellement fortes, à part Israël, je dis, où c'est contenu, que les investisseurs étrangers, les fonds de retraite, etc., ont peur qu'après, on ne va pas leur rendre l'argent. Et donc, et c'est très, très grave, parce qu'on risque une crise financière très, très importante, en particulier, tout le monde le dit, en France. Et donc, je dis aux gens, faites attention et suivez ça, parce que vraiment, je ne pensais pas que ça dépasserait les 4%, il y en a qui l'avaient annoncé, et ça peut déraper. Et vous vous rendez compte, parce que c'est le premier, vous voyez, 4,10, ça veut dire maintenant les Français qui achètent un appartement ou qui achètent quoi que ce soit, bien sûr, leur taux aussi augmente, puisque c'est lié à ça, puisque c'est donc le taux de la crise financière n'est pas loin. Non, on dit souvent, oui, c'est très possible qu'à la rentrée, je dis souvent aux gens, pour l'instant, l'euro se maintient d'ailleurs par rapport au shekel autour de 3,45, quoi, et par rapport au dollar aussi, mais il y a aussi le problème encore, bien entendu, de l'Iran qui n'est pas résolu, ça c'est un grand problème pour l'Europe. Et une dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est comme une chose d'extraordinaire, parce qu'on a parlé d'inflation, on parle dans le macroéconomique, c'est la croissance. La croissance d'Israël au deuxième trimestre a été annuelle, sur un rythme annuel de 15%. En France, on est moins de 1%, on est près du zéro, à mon avis même, ou avant en récession. Et en Israël, 15% de croissance. Ça veut dire, c'était 3,7 que vous multipliez multiplié par 4, puisque je parle bien d'un rythme annuel. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit, bien entendu? Il ne faut pas oublier qu'il y avait une récession au premier trimestre de 2%. Mais quand même, on s'attendait à ce qu'elle soit 50% moins forte que ce qu'elle a été. Et surtout, ce qui a drainé, c'est les secteurs d'affaires, ça fait 17%, mais c'est l'État. 20% dépenses de l'État qui injecte de l'argent dans l'économie. Toujours, je dis qu'on ne devrait pas appeler Smotrich. Smotrich, on devrait l'appeler Keynes. C'est lui qui met beaucoup le ministère des Finances a bien agi et a fait que ça tourne à plein. Et je voudrais donner au niveau macroéconomique un dernier chiffre très, très important, le nombre de demandes d'offres d'emploi, qui n'ont pas de demande. C'est-à-dire ce qu'on appelle ça des offres d'emploi, des postes libres, en fait. 148 000. On est arrivé à 148 000 au mois de juillet. On a eu des chiffres maintenant pour juillet. Donc il y a du travail en Israël. Et ça a augmenté par rapport à juin. Ça veut dire qu'on peut trouver du travail. Et on avait parlé la semaine dernière que le salaire moyen a augmenté, mais ça ne fait pas encore ce qu'on appelle un risque inflationniste très important. Apparemment, c'est quand même contenu. Et donc, ça veut dire que l'économie israélienne tourne vraiment à plein. C'est ça ce que je voulais dire ici, avec une inflation mesurée. Bon, c'est très, très intéressant. Comme quoi, l'économie, c'est pour ça que ça vous passionne. D'ailleurs, ça touche à tout, à notre histoire, à la politique, à la société, à tout. C'est vraiment passionnant et on est bien d'accord avec vous. Alors, Israël se modernise, mon cher Daniel, et les feux de circulation routiers aussi. Vous me direz quel rapport? On va vous poser la question, tout simplement, parce que apparemment, ces feux vont désormais fonctionner en Israël avec de l'intelligence artificielle. Et ma question, Daniel, c'est qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Israéliens? Tout à fait. Surtout. J'aime toujours parler ici des révolutions tranquilles, des choses qu'on ne voit pas obligatoirement, qui ne sont pas dans la presse, dans le premier titre de la presse, comme je sais pas quoi, Likoud, des trucs comme ça, mais en vérité qui changent profondément notre vie. De quoi il s'agit? Il y a, comme vous l'avez dit, on commence à installer en Israël des feux de circulation routière qui sont intelligents, c'est-à-dire basés sur l'intelligence artificielle. Il faut expliquer que l'ancien système, c'était de faire
on regarde statistiquement combien à ce carrefour, combien passe de voitures, combien ça, et combien il faut donc de temps qu'il reste au vert, combien de temps il faut que ce soit rouge, etc., sur quelque chose qui s'est passé. Mais il y a des choses qui se passent tous les jours qui sont différentes que la statistique du passé. Donc on pourrait dire jusqu'à maintenant, on avait des choses idiotes, ça veut dire qui étaient basées... Il y avait un bouchon, et puis on voilà. laissait le feu au rouge, et puis ça continuait. Au lieu de fluidifier la circulation, ça ne pouvait pas se faire parce que c'était fixe. Aujourd'hui, ça va changer. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont donc déjà fait une expérience sur 25 carrefours importants. Ils veulent arriver jusqu'à 100 carrefours. Il y en a 170 déjà feux comme ça qui sont mis. Et d'après les calculs qu'ils ont fait, ça va permettre à Israël par an de gagner à l'économie israélienne un demi-milliard de shekels, ce qui est énorme, de gagner par personne en moyenne, encore c'est des moyennes, lorsqu'il a un trajet à faire, ça lui mettra 10 minutes de moins. Maintenant, ils ont calculé, donc ils ont donné des chiffres par carrefour, et il y a des carrefours comme Foradis ils ont calculé 800 heures par jour par voiture, que ça fera gagner du temps. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on va donc les gens vont se rendre plus vite à leur travail, ils vont rentrer plus vite chez eux. Et la dernière étape qu'il va faire après que ça sera terminé, donc cette installation, je crois jusqu'à 2030, si j'ai bien vu ça, c'est de faire que entre les différents carrefours, ça soit synchronisé. Parce qu'ils disent, ça sert à rien que c'est bien marché à ce carrefour, numéro 1. Si au carrefour, quelques kilomètres après, il y a encore un problème de bouchon, n'importe quoi. Et donc, ils vont, au niveau national, tous les feux vont être synchronisés dans plusieurs années. C'est incroyable. Bon, ben voilà, donc vraiment, nous sommes au pays des rêves et des réalisations. Franchement, il faut en profiter. Vraiment, c'est chapeau Israël, bravo. On continue avec un sujet tout à fait estival. Alors, si vous aimez les glaces, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. On aime tous les glaces, mais les glaces Golda nous ont menti. Eh oui, elles affichent une mention sans sucre, Daniel, alors que ce n'est pas vrai. Mais que s'est-il passé? Ils se sont fait condamner, je crois. Oui. Alors, en ce temps de canicule, comme vous dites, je me suis dit, c'est un bon sujet rafraîchissant et qui est bon pour les consommateurs. De quoi il s'agit? Comme vous l'avez dit, les glaces Golda, c'était une chaîne de glaces très connue en Israël, ont affiché sur leurs glaces sans sucre. Le lo sukar en hébreu, d'accord. Et quelqu'un a fait sur une expérience en laboratoire et a trouvé qu'il y avait 6 grammes de sucre par 100 grammes, alors que une telle mention ne permet que 0,5 grammes. Quelle était la réponse de cette société? Quand on écrit les lo sukar sans sucre, on n'a pas le droit de mettre plus de 0,5 grammes par... Eux, ils ont fait multiplier par 13 ce qui était autorisé par la loi. Waouh. Qu'est-ce qui a été leur réponse? Voilà. Quelqu'un qui prend une glace doit savoir que c'est sucré. Quand nous, on a dit le lo sukar, ça voulait dire le lo sukar nosaf, c'est-à-dire ne pas rajouter du sucre artificiellement, mais il y a quand même du sucre dedans. Mais alors, le juge a dit la chose suivante. D'abord, avant de dire de quoi il s'agit, point de vue de la plainte elle-même, du recours collectif, sur 350 millions de shekels, qu'ils devraient rembourser, d'après ce qu'ils ont demandé, les plaignants, pendant 7 ans, ceux qui ont consommé cette glace-là. Et donc, leur calcul, c'est arrivé à 350 millions de shekels. Le juge a dit, premièrement, on ne sait pas encore la fin, c'est-à-dire on ne sait pas combien ça sera le chiffre et comment se terminer. Souvent, ça se termine en compromis d'ailleurs. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a dit d'abord, je trouve que ce que les plaignants ont dit, ils ont raison. Et lorsque quelqu'un achète une glace et qui a marqué le sans sucre, surtout imaginez un diabétique ou des gens comme ça, eux, ils n'ont pas commencé à faire, il a dit, pas le mot qu'il a dit, mais moi je le dis, un pile-poule dans la Gemara, c'est-à-dire commencer à se dire, une glace c'est sucré comme vous avez dit, alors si on rajoute du sucre, ça veut dire quand même il y a du sucre, mais pas autant que d'habitude. Non, il ne faut pas exagérer. Non, mais là, c'était plus que la norme. Non, beaucoup plus. Oui, donc, ils n'ont pas rajouté du sucre comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Les gens ont été induits en erreur. Donc, on il a fait déjà payer. On attend le résultat? Alors, il a fait déjà payer à cette société Golda 40 000 shekels pour les frais d'une amende de justice. Il a dit, j'accepte donc qu'il y ait discussion sur cette plainte-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la glace Golda? Immédiatement, déjà quelques jours avant elle a enlevé cette mention de sans sucre devant. Donc, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. On va suivre sûrement ce qui va se passer. Ben voilà, vous pouvez continuer à manger des glaces Golda, mais sachez simplement qu'il y a beaucoup de sucre. Il y en a eu. On continue, on termine avec Remepi, pour ceux qui connaissent. C'est une start-up spécialisée dans les médicaments. Et ils ont sorti un médicament hybride, personnalisé et adapté à chaque personne. Et c'est incroyable. C'est grâce à l'IA, j'imagine.
Tout à fait. Alors, donc la société Remepi qui a été créée par la fondatrice Michal Tzur, qui est très connue, qui en a fait plusieurs d'ailleurs, et elle a été créée donc en 2023. Et l'idée était de faire justement des médicaments, ce qu'ils appellent hybrides, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, basés sur l'intelligence artificielle. Quelle est l'idée? C'est qu'on n'achètera pas seulement maintenant un médicament dans une boîte comme on le fait maintenant, et puis on en consommera temps et temps, suivant la maladie, suivant ce qu'on a, selon le besoin qu'on a. Mais il y aura avec un code où il y aura marqué pour chaque personne le code pour l'application, pour lui dire à chaque moment ou à chaque chose combien il devra prendre ce médicament. Ça veut dire, grâce au code, l'application ou l'intelligence artificielle mesurera l'effet du médicament sur la personne et pourra lui dire, tu dois reprendre un médicament supplémentaire, c'est pas si efficace pour toi. Même si la prescription médicale était par exemple de 2 par jour. Ou moins. Voilà. Alors, ils ont essayé ça d'abord sur Parkinson. Et ils ont vu que sur les quelques patients qu'ils ont fait, 90%, il y avait de la relation comme jamais. Et donc, ils pensent qu'il y a quelque chose dedans. C'est pas seulement qu'ils pensent, ils ont réussi à collecter 36 millions de dollars maintenant, et avant déjà 30 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Donc, en tout, 60 millions de dollars. Et ils ont comme grand partenaire l'allemand, la pharmaceutique qui s'appelle Merck. Bon, que lui, un grand laboratoire. Pour qu'il accepte de coopérer, ça veut dire qu'il voit quelque chose dedans. Maintenant, il y a toujours un risque. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans le dernier trimestre 2026, ils vont commencer à faire à grande échelle des essais sur beaucoup plus de personnes, par exemple sur la Parkinson qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non il pourra avoir du succès ou pas. Mais apparemment, les bons résultats sont bons. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Alors, merci pour ces infos cette semaine, cher Daniel. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres nouvelles, toujours passionnantes. À bientôt, Daniel. Merci beaucoup.